Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 13e épisode de la deuxième saison de Cold Facts. Un épisode un petit peu spécial, un épisode bonus en quelque sorte, où on a décidé de vous parler de statistiques, parce qu'on utilise souvent des termes comme PDO, Corsi, Shot Tracker. À quoi ça correspond? Pour répondre à ces questions, on a fait appel à celui qui s'y connaît le mieux. Sur Twitter, vous le connaissez sous le pseudo de CR, c'est Cédric, qui a créé et lancé depuis quelques mois maintenant le site LNice Data. Avec lui, on va revenir sur les stats avancées, on va parler du plus-minus, pourquoi cette stat est mal construite. On va aussi voir quelle tendance se dégage en ce début de saison après une vingtaine de matchs. Et puis on verra quelles sont les principales tendances pour la suite du championnat. Salut Greg. Salut Jean-Fred. Alors on a un nouvel invité, là ça s'enchaîne les invités. Après André Bikoff il y a quelques temps, on a Cédric que les gens connaissent peut-être via Twitter, le site analysedata.com. Salut Cédric. Salut. Alors on est là en statistique, donc on parle de plus-minus aujourd'hui, c'est ça? Exactement, ouais. La meilleure statistique. La meilleure, ouais. Non, mais à quelques détails près. Voilà. On aimerait bien justement qu'on puisse discuter de ça parce que c'est encore une stat, même on est en 2019, on parle de PDO, on parle de Fenwick, on parle de Corsi, on va dire qu'on touche un petit peu à ces stats-là. Mais il y a quand même le plus-minus, on voit qu'on est encore très très attaché à cette stat. Et c'est justement peut-être pour ça que toi tu as voulu mettre en scène les statistiques. Tu arrives à nous expliquer ce projet Analyze Data, comment il est né? Alors pour le projet, donc il a démarré parce que je travaillais de mon côté à récolter des statistiques. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas le partager aussi publiquement. Donc en même temps est arrivé un projet avec Hockey Graphs, qui est un site nord-américain où justement il y a des recherches sur les statistiques avancées dans le hockey, qui lançait un programme où on travaillait justement avec un mentor qui nous aiguillait sur un projet. Et c'est justement dans le cadre de ce projet-là que j'ai décidé de lancer Analyze Data. Donc le projet était intéressant pour eux parce que justement en Suisse, on lançait finalement une plateforme où il y avait des stats, pas forcément que des stats avancées, mais disons plus de stats que ce que la Ligue peut fournir. Et du coup, il a commencé comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site pour les auditeurs qui sont pas encore allés? Moi, honnêtement, j'y vais très fréquemment. Tu m'aides beaucoup dans mon travail, donc merci. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site? Alors, il y a tout type de statistiques finalement. Il y a les statistiques avec les joueurs, avec les gardiens, avec les équipes. Et il y a surtout plus de statistiques que ce que la Ligue propose. Donc justement, on va retrouver des statistiques par 60 minutes de jeu, ce qu'on n'a pas forcément sur le site de la Ligue. Donc les statistiques par 60 minutes de jeu, c'est par exemple prendre en compte le temps de jeu d'un joueur pour comparer sa production. Donc si un joueur par exemple produit 3 points par 60 minutes de jeu, comparé à un joueur qui en produit qu'un par 60 minutes de jeu, on peut déduire finalement que ce joueur-là a produit 3 fois plus que l'autre. Par contre, sur les statistiques de la Ligue, on ne verra pas forcément cela. Si le joueur joue 3 fois moins que l'autre, on verra tout simplement qu'ils ont le même nombre de points, mais alors qu'en réalité, un utilise beaucoup mieux son temps de jeu que l'autre. Ça me fait penser que lors du dernier épisode, ou plutôt l'avant-dernier, celui sur le bilan, j'ai utilisé ces stats sur 60 minutes avec Egli, Voilà, exactement. avec Younland en goal against et en goal for, et je trouvais que c'était hyper parlant parce que Egli à l'œil, on avait l'impression que il était bon. On voit ses stats, on voit tous ses assists, on voit ce côté hockey manager qui est super. Mais en fait, quand on va dans tes stats là, on se dit ah ouais non, mais en plus oui, il est vraiment bon. C'est ça, donc on peut remettre confirmer si oui ou non un joueur est bon défensivement. Après le goal for, goal against dont tu parles, c'est finalement l'évolution par rapport au plus-minus. C'est ce qui vient enlever tous les biais qu'on peut retrouver dans le plus-minus finalement. Parce que le plus-minus, donc c'est la statistique qui est un petit peu mal construite, ou même passablement mal construite, à savoir qu'on considère tous les goals pris et tous les goals marqués à égalité numérique. Mais on vient y ajouter tous les buts qui sont aussi pris lorsqu'on évolue dans une situation où la cage est vide derrière nous. Donc, est-ce qu'on veut vraiment pénaliser un joueur qui prend par exemple 10 ou 15 goals dans la cage vide parce qu'il était pendant une minute de jeu sur 15 matchs sur la glace et que malheureusement son équipe a pris un goal? Je pense pas. Est-ce qu'on vient y ajouter aussi les goals qui sont marqués en infériorité numérique ou qui sont encaissés en supériorité numérique? Donc de nouveau, là on vient mélanger plusieurs choses qui ne devraient pas être mélangées finalement. On devrait focaliser notre attention sur les différentes situations de jeu, mais en les prenant séparément.
Parce que finalement, c'est un mélange de tout et on va dire n'importe quoi et qui rend une image finalement qui n'est pas très visible sur un joueur. Si on prend l'exemple que j'avais partagé l'année passée sur Sprunger sur Twitter, bah, typiquement sur les, je crois, 6-7 dernières saisons, il avait un plus-minus cumulé de moins 19. Et si on venait justement corriger l'ensemble des biais qu'on peut retrouver dans le plus-minus, il passait en plus 31. Donc forcément, ça modifie quand même la vision qu'on a d'un joueur. Bah, c'est 50 points finalement. Hein, Ouais, voilà, exactement. L'écart, 50 il est fou. buts d'écart, finalement, 50 présences. Mais parce que, si je réfléchis à ce que tu dis, forcément, bah, les empty net goals, les goals marqués dans la cage vide, vu que Fribourg pousse, Fribourg va faire jouer ses meilleurs joueurs. Donc forcément que ses meilleurs joueurs, si tu encaisses un goal dans la cage vide, bah, tu vas avoir ton moins 1. Ce qui est aberrant finalement. Mais finalement, est-ce qu'on peut partir du principe que le but, c'est une anomalie dans les statistiques et c'est d'enlever cette notion-là qui peut être intéressant justement pour mieux comprendre le jeu? Complètement. C'est pour ça, au fait, qu'on est passé une statistique non plus de buts, comme les goal for, goal against ou le plus-minus, mais à des statistiques de tirs. Parce que finalement, c'est sur ce volume-là, sur le nombre de tirs qu'on va voir si un joueur passe du temps dans sa zone ou pas. Finalement, le goal for et le goal against, c'est intéressant, mais c'est aussi dangereux dans l'utilisation, en fait. Parce que le goal est un événement rare au hockey. Et si, justement, on ne considère que les goals, vu que l'échantillon est quand même faible, un joueur sera entre 30 et 40 buts, enfin aura une présence sur 30-40 buts par saison, finalement c'est très peu, alors qu'il sera sur la glace pour aller entre 600 et 800 shoots. Donc c'est en regardant justement les shoots plutôt que les buts qu'on se forgera finalement une meilleure opinion du joueur. Et c'est quelle statistique qui peut c'est shot for, shot against, mais après, comment on peut la lire cette statistique? Comment toi tu l'interprètes? Déjà, il y a plusieurs façons de la lire. Au fait, on peut la lire en pourcentage, donc Corsi for percentage par exemple, où là, on verra si un joueur a plus de 50%, on se dira qu'il passera la majorité de son temps dans le camp adverse. Après, on peut aussi ramener cette statistique par 60 minutes, donc un Corsi for par 60 minutes. On va voir le nombre de shoots qui est généré en la présence d'un joueur sur la glace. Pareil pour le Corsi against par 60 minutes, on verra combien de shoots un joueur concède lorsqu'il est sur la glace. Et finalement, en considérant cette statistique, finalement, on vient plutôt compléter ou voir comment le joueur évolue réellement plutôt qu'en simplement considérant les goals. Alors oui, on peut reprendre le goal for, le plus minutes, etc. On peut voir qu'un Marchini, peut-être, il est à moins 10 ou je ne sais quoi. Mais finalement, est-ce qu'il génère du jeu? Et je suis persuadé, malheureusement, on n'a pas les statistiques en Suisse, mais que la plupart des joueurs offensifs qui sont parfois critiqués pour leur jeu défensif, certes, ils ne sont pas parfaits, mais si sur l'ensemble de leur match, sur l'ensemble de leur saison, ils arrivent à générer justement de l'offensif, on peut faire une légère concession sur certains jeux défensifs qui sont peut-être mal exécutés par rapport à d'autres joueurs dont on sait qu'ils sont bons défensivement. Tu penses qu'avec... je pense à ça comme ça. Est-ce que certains joueurs, au niveau des contrats, si on avait plus d'informations sur des stats dont tu parles là, est-ce qu'il y en a certains qui auraient peut-être plus d'argent ou moins d'argent? Je pense, oui. En tout cas, en Amérique du Nord, si on reprend la signature récente de Nico Hischier, qui sera payé, je crois, 7,25 millions par saison pour les 7 prochaines années. Exactement. C'est justement une signature qui a été un petit peu, pas critiquée, mais qui a été un petit peu remise en question, où on se disait que le contrat total était quand même passablement haut par rapport à sa production offensive. Je crois qu'il a rarement dépassé, enfin sur les 2 saisons, il ne dépasse pas les 50 points où il y arrive tout juste. Donc c'est clair, c'est pas un Sidney Crosby, c'est pas un Evgeny Malkin ou c'est pas un Auston Matthews, malgré le fait qu'il soit un premier choix de draft. Mais par contre, justement, si on considère d'autres statistiques, on se rend compte que Hischier, c'est un des meilleurs attaquants two-way de toute la NHL. Donc il est capable de générer de l'offensif. Certes, il a joué avec Taylor Hall, qui a été MVP il y a 2 ans. Mais on se rend compte que l'année passée, Taylor Hall a été absent durant une longue période. Et finalement, les stats de Hischier, finalement, elles ont continué à être bonnes. Donc ce n'est pas un pur produit du fait qu'il ait joué avec Taylor Hall, mais c'est vraiment un joueur qui est, lui, capable d'amener, de générer de l'attaque, au fait. Et justement, les Devils viennent récompenser en offrant ce contrat Nico Hischier pour la qualité qu'il amène dans son jeu, finalement. La différence entre les statistiques, là on parle beaucoup de chiffres actuellement, l'œil, c'est quoi la balance selon toi qui est la bonne? Toi, tu regardes beaucoup de matchs, tu fais comment? Double screen, tu as le match d'un côté, tu as le shot tracker de la ligue en live, ou comment tu fais toi pour regarder un match? Alors en Suisse, j'avoue que c'est assez difficile de faire les deux en même temps, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de statistiques qui sont disponibles pour pouvoir le faire. Après, c'est clair que quand je regarde des matchs de NHL, c'est toujours intéressant d'avoir ensuite des sites qui nous permettent justement de
suivre les deux en même temps. Après, l'importance de l'un et de l'autre, je dirais, les deux sont importants. On ne fait pas des stats sans regarder les matchs. On n'arrivera pas à remettre en contexte ce qu'on voit sur une feuille de statistiques finalement. Donc ça peut être intéressant si on n'a pas vu un match de regarder simplement la feuille de statistiques pour s'imaginer ce qui a pu se dérouler sur un match. Mais finalement, c'est pas ce qui est intéressant. Je pense qu'il faut regarder les deux finalement. On voit qu'en Amérique du Nord, il y a de plus en plus de clubs qui engagent des spécialistes de statistiques, d'analytics, etc. Avec l'exposition que tu as, c'est ton but en fait à terme de dire finalement pourquoi pas prendre un rôle comme ça en Suisse. Écoute, c'est intéressant. Après, c'est pas un but en soi. Le but en soi, c'était vraiment de partager un outil avec l'ensemble de, on va dire, la communauté de hockey en Suisse. Après, c'est clair que si une opportunité tombait, je pense pas que je la refuserais. Il y a un club en particulier qui te plairait ou peu importe? Peu importe. Parce que comment toi tu vois justement cette arrivée en Suisse, en Amérique du Nord, c'est vraiment, ça commence à beaucoup se développer. En Suisse, on est quand même pas mal à la traîne. Il y a une frustration de ton côté, de laquelle elle serait peut-être née NLS Data? Une frustration, je pense pas. C'est plus dommage, je trouve, que les équipes n'utilisent pas l'ensemble des informations qu'ils peuvent avoir à leur disposition. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher justement dans les stats. Je pense que les équipes gagneraient justement à recruter des spécialistes dans le domaine. Je crois savoir que passablement d'équipes travaillent avec des fournisseurs de statistiques. On sait par exemple que Genève travaille avec un fournisseur russo-canadien qui s'appelle Iceberg. Je sais aussi que d'autres équipes en Suisse travaillent avec la firme de Andreas Henny. Donc Andreas Henny qui parfois fournit des statistiques pour MySport pour sa version suisse-allemande. Mais après, en faisant le tour de l'ensemble des équipes, il ne semble pas qu'il y ait d'analyse qui soit engagée à 100% auprès des équipes suisses. Est-ce que tu vois par exemple dans les équipes, selon les stats qui peuvent arriver semaine après semaine au fil des matchs, des changements d'alignement où tu te dis « Ah !» là, ils ont été regarder peut-être le Corsi pour placer tel joueur avec tel autre. Ou le Corsi ou d'autres stats. Hein. Alors, j'avoue qu'en Suisse, c'est difficile. C'est difficile parce que justement, on n'a pas assez de données pour pouvoir justement, publiquement, on n'a pas assez de données pour pouvoir justement repérer ce genre de changement stratégique fait par les équipes. Après, tout ce qu'on peut faire, nous, à un niveau public, c'est plus des analyses par équipe. Parce que par équipe, on n'a pas simplement de l'information via le shot tracker. On peut justement voir quelles sont les forces et les faiblesses des équipes. Si je prends un exemple tout bête, on va prendre Ambry qui a un très bon Corsi. Mais malheureusement, quand on regarde la qualité des chances d'Ambry, en fait, ils prennent beaucoup de chances de la ligne bleue. Et malheureusement, c'est des shoots qui sont souvent... C'est des shoots qui comparent à un shoot dans le slot. Alibi, quoi. Un peu. Alibi, on va dire, exactement, qui a très peu de chances finalement d'entrer dans le but. Et ça, on peut le voir. Après, ce qu'on peut voir, c'est aussi l'évolution de ces équipes-là. Est-ce qu'elles vont ajuster leur jeu justement pour essayer d'arriver plus devant le filet adverse pour prendre leur chance? Là, on peut voir une évolution. Après, à un niveau joueur, c'est beaucoup plus difficile. Bon, on a l'impression, on a eu Andrei Bikov à notre micro, on sait que son association avec Julien Sprunger, elle est connue des Grisons à Genève à peu près. Mais c'est aussi parce qu'ils s'entendent très bien. Alors il y a peut-être aussi ça sur la glace. Ils mettaient un Benny Plus, ça marchait bien. Des fois, ça marche moins bien avec d'autres. Il y a aussi ce feeling finalement. Mais on a l'impression qu'aux États-Unis, peu importe le feeling, on a des gars qui sont bons, puis tout d'un coup, on change 1-2 pièces de l'échiquier. Puis on se dit, ah ouais, cette ligne, elle cartonne, dis donc, c'est vraiment bien. Puis on a l'impression que c'est justement souvent, pas parce qu'ils s'entendent bien, mais parce qu'ils ont réfléchi avec les stats. Exactement. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple des New Jersey Devils, typiquement, qui sont allés chercher Kyle Palmieri il y a quelques saisons, parce que justement, ils l'ont identifié comme étant un joueur qui irait très très bien avec Taylor Hall. Et finalement, c'était vrai au final. Ils l'ont payé, je crois, 1 million à son arrivée aux Devils. Et maintenant, ça fait partie d'un des meilleurs... Enfin, il fait partie d'un des meilleurs buteurs de la Ligue. Et justement, c'est grâce à tout le travail qu'ils ont fait derrière. Il y a des études qui ont été faites pour voir quel type de joueurs allaient bien ensemble. Et justement, c'est là où le profil de Kyle Palmieri était intéressant pour les Devils. C'est parce qu'il matchait justement très très bien avec celui de Taylor Hall. Et on voit que ça a marché. Après, ça marche à chaque fois. Pas forcément, il y a aussi plein d'échanges en NHL qui justement échouent, on va dire. Mais est-ce que c'est des échanges qui ont été faits en écoutant le département statistique qui recommandait telle ou telle chose, ou est-ce que c'est le GM qui, de sa propre décision,
a voulu faire un échange. C'est toute la question. Nino Niederreiter, par exemple, le transfert à la Caroline, Exactement. fait Alors, partie typiquement. On rappelle, c'était Victor Rask qui est parti de... Rask, Ouais, non, pardon. le Canadien, Victor Rask. Le Suédois, Rask. Non, t'as raison. Et finalement, on a retrouvé un Niederreiter beaucoup plus utile à Carolina qu'il l'était à Minnesota. Exactement. Donc là, en fait, la Caroline est une des équipes qui a un des plus gros départements de statistiques de la Ligue. Et justement, je crois que Nino Niederreiter était une cible depuis plusieurs saisons. Après, il fallait trouver le bon moment pour l'échanger. Et c'est là où où la Caroline s'est retrouvée face à un GM du Wild, finalement, qui lui n'écoutait pas du tout son département et qui s'est dit je vais changer Nino Niederreiter parce que celui-là n'est pas assez performant. Certes, il ne produisait pas beaucoup, mais quand on regardait ses statistiques avancées, on voyait que le jeu était le plus souvent dans la zone adverse. Donc forcément, pour le GM des Hurricanes, c'était intéressant d'avoir l'opportunité d'échanger un joueur, on va dire, de 3-4e trio pour un joueur de premier trio. On recentre sur la Suisse. Si tu devais identifier un ou l'autre joueur actuellement dans une ou l'autre équipe qui sous-performe, ou si tu te dis, moi si j'étais, admettons, Jan Alston à Lausanne, je viserais machin. Alors un joueur que j'irais peut-être chercher, c'est Peter Schneider qui est à Bienne. En début de saison, il ne marquait pas, par contre, il se créait passablement d'occasions. Là, après sa semaine incroyable, où je crois qu'il met 4 buts en CHL et puis 3 buts ensuite en championnat, c'est quand même un joueur qui génère passablement de chances. Alors ça ne se voit pas forcément nécessairement sur la feuille de statistiques, mais c'est un joueur qui est continuellement devant le but adverse et justement qui crée des chances de qualité. Il est là pour les rebonds. Il est aussi là avec son shoot. Enfin, il a plusieurs qualités qui feraient de lui un bon étranger de Liga. Donc finalement, c'est intéressant que Bienne soit allé le chercher. C'est clair, c'est pas un profil à la Stallberg ou d'autres qu'on va aller chercher dans des gros championnats, etc. Par contre, on sent l'intelligence, on va dire, du recrutement à Bienne, qui va justement chercher un joueur qui est capable de produire à des niveaux peut-être légèrement inférieurs à d'autres gros étrangers de NLA. Moins cher en plus. Par contre, ils sont moins chers. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que finalement, on va parler de rapport qualité-prix, mais pour Peter Schneider, je pense que c'est un des meilleurs deals de National League cette saison. Et puis, Aaron Moy, c'est aussi des joueurs qui, pour l'instant, sont intéressants. Aaron, apparemment, il est recherché par la moitié de la ligue. Et je pense que c'est pas pour rien. Il a un très gros volume de jeu en powerplay. Je pense, à mon avis, c'est un des meilleurs joueurs de powerplay en Suisse, ou en tout cas licence suisse. Si on regarde ses statistiques en termes de shoot, il génère 55 shoots sur le powerplay par 60 minutes de jeu sur l'ensemble des 2 dernières saisons où on a justement des statistiques qui nous permettent de dire ça. Le deuxième joueur, c'est pas Louchai, mais il vient d'arriver cette saison à Davos, donc c'est plus difficile de le dire. Ensuite, les autres joueurs, ils sont à 40 shoots par 60 minutes de jeu. Donc on voit qu'il y a Aaron et il y a les autres joueurs. Donc il a un profil en powerplay qui ont fait de lui, on va dire, l'anomalie statistique. Mais finalement, son apport sur le powerplay, il est tel que c'est normal finalement de savoir que la majorité des équipes le veulent. Par contre, est-ce qu'elles arrivent au bon moment ? Il commence à bien performer et je pense que ses performances récentes ou sur ces dernières semaines vont peut-être revaloriser son contrat. Si on l'avait signé il y a un mois, si on l'avait signé en début de saison, peut-être qu'il aurait été plus intéressant à ce moment-là d'approcher Yannick Aaron. On va aller plus loin. Durant l'été, il voulait partir de Lausanne, ce joueur. Il y a des échanges qui ont été proposés à gauche, à droite. C'est beaucoup. Yann Alston en demandait beaucoup, disons, mais il était disponible. C'est étonnant quand on entend ça 2 mois plus tard. Est-ce qu'il y a 2 mois, ces statistiques étaient vraiment différentes aujourd'hui ou c'était juste les mêmes, les underlying stats, on va dire, mais elles étaient les mêmes, mais juste ils marquaient pas et donc c'était la bonne occasion à ce moment-là. Exactement. Donc ces stats de shoot qui sont prises depuis 2 saisons, c'est pas seulement sur les derniers matchs que Yannick Aaron les fait. Donc ça, on le savait. Après, si Yann Alston décide de ne pas l'échanger parce que justement il en demandait beaucoup, c'est certainement parce qu'il savait aussi le potentiel de Yannick Aaron. On a vu d'autres échanges dans le passé où Chris Maxorley échange quelques joueurs, par exemple un Thomas Derouns, un John Gobi, qui laisse partir à Berne ou à Zurich. Mais c'est parce que finalement, derrière, il sait que leur contrat est peut-être surévalué. Alors que dans le cas de Yannick Aaron, on sait aussi ce qu'on peut perdre en l'échangeant. Et finalement, on se rend compte à l'heure actuelle que Lausanne tourne avec 3 très bons blocs. Et finalement, Yannick Aaron en fait partie. Maintenant, il joue sur le premier bloc de powerplay avec Hewland et Jeffrey, avec qui il a souvent évolué dans le passé. Et justement, ça marche finalement. C'est à Fribourg où le powerplay de Lausanne se relance.
Et il me semble que c'est suite à un goal de Aaron. Très juste. Tu parles de Chris Maxwell, des joueurs de Genève qui sont partis ailleurs. Si on regarde les exemples que tu as donnés, Thomas Leroux à Berne, c'était une catastrophe. Daniel Rubin, qui était très bon à Genève, part à Berne, c'est une catastrophe. À quel moment le joueur est le produit d'un système et à quel moment justement c'est difficile d'évaluer en le sortant de cet endroit-là? Est-ce qu'on peut l'évaluer finalement comment il va être chez nous? On peut l'évaluer. Alors, est-ce qu'à l'époque, les general managers de Berne, de Zurich, qui vont chercher des Rounds ou Gobi, avaient les informations à disposition pour pouvoir le faire? Je ne pense pas. Donc, à l'époque, au moment où ces deals arrivent, non. À mon avis, on n'avait pas ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que Max Hurley, finalement, les a signés à long terme, à un âge, on va dire, avancé par rapport à un pic de forme d'un joueur. Parce que finalement, quand Deroun et Gobi signent leur gros contrat à Genève, c'est déjà peut-être un petit peu tard, au fait. Donc non, à l'heure actuelle, c'est plus réalisable que dans le passé, c'est sûr. Parce que les GM en Suisse peuvent acheter ces données auprès de la firme d'André Asseni, ou s'ils ont un fournisseur de statistiques, ils peuvent le faire. Après, est-ce qu'ils savent utiliser la donnée pour justement évaluer ce type de transfert? C'est une autre question. Moi, j'ai l'impression que Max Hurley, là encore, il avait un coup d'avance. C'est qu'il avait peut-être pas tous ses outils, toutes ses stats, mais il avait à la fois le flair, comment dire, le côté du GM à la nord-américaine qui construit son roster, et en plus l'œil de l'entraîneur qui sait qui peut bien aller. Il avait son système de notes, je crois, sur les joueurs. Et finalement, est-ce qu'il avait peut-être pas un coup d'avance? Je sais pas, Greg, ce que tu en penses. De se dire qu'il avait l'impression que selon la qualité du match de tel ou tel joueur, il est en train de surperformer. Peut-être c'était le moment de faire quelque chose. Ouais. En connaissant les contrats aussi, comme dit Cédric, effectivement, on voit certains, à un moment, d'être capable de le lâcher quand il est allé chercher Leffel. J'allais le dire à l'inverse, il va chercher Leffel au moment où à Fribourg, ils sont en train de se dire là ça devient compliqué. On se demande si il va continuer à progresser ou s'il a atteint son pic. Max Hurley dit je pense qu'il y a encore une marge de progression. Il a envoyé Kamerzin et Fritché. Kamerzin, un défenseur solide de Liga. Fritché, il est revenu par la fenêtre. Il est parti par la porte, il est revenu par la fenêtre, mais il a gagné le deal à ce moment-là. Donc je pense qu'il avait un petit coup d'avance. Je suis d'accord avec toi. Sur le marché actuellement, moi, il y a un joueur qui m'intéresse et j'aurais bien aimé que tu en parles. C'est Michael Ugly. Donc il vient de Rapperswil. Il était très bon en Ligue B. Et il monte en Liga, il fait une première saison où il joue des minutes par-ci par-là, il vient sur un powerplay de temps en temps, il vient comme 13e attaquant, et cette saison il joue en première ligne. Cette évolution-là, toi, t'arrives à statistiquement l'expliquer? Ou comment toi t'as vu? Est-ce que tu te rendais compte qu'il avait un potentiel à ce point-là? Alors si on regarde ses stats en Ligue B sur la saison qu'il fait avec Rapperswil, il a justement un des meilleurs goal for, goal against de la Ligue. Je crois qu'il est présent sur 40 buts marqués contre 7 encaissés si je me souviens bien. Donc déjà, à ce moment-là, on sait que Ugly a un sacré volume de jeu, même s'ils sont en Ligue B. Ensuite, quand il passe en National League la saison passée, il ne joue pas forcément autant que ce qu'il aurait souhaité. Mais par contre, dans ses stats, dans ses underlying stats, comme on dit, on voit clairement qu'il y avait déjà un volume de jeu. Donc si on prend la qualité de ses chances par 60 minutes de jeu, il était déjà dans les meilleurs de la Ligue. Donc est-ce que finalement Bienne ne l'a pas assez fait jouer la saison passée? C'est possible. En tout cas, cette saison, il joue avec Pouliot et Rayala. Et là, on voit clairement que le trend y continue, il s'est encore amélioré. Ou plutôt, non, l'opportunité qu'on lui donne fait que ses stats sont encore meilleures que celles de ces dernières années. Est-ce que tu vois en Swiss League, puisqu'on prend cet exemple-là, bon exemple de Ugly, maintenant cette année, en se disant, est-ce qu'on peut anticiper, il y a un joueur on a assez de stats pour voir quel joueur pourrait être le nouveau Michael Ugly, avec tous les guillemets de circonstances, bien évidemment? C'est plus difficile, disons, en Ligue B. On a quand même un niveau de stats moins poussé qu'en National League. Mais après, il y a Jordan Bougro qui fait un très très bon début de saison à l'Académie de Zug. Il est blessé en ce moment. Ouais. Il est malheureusement blessé pour 3 mois, mais c'était à ce moment-là des meilleurs Suisses de National League. Donc si on va chercher des joueurs à la licence suisse en Swiss League, il fait clairement partie des joueurs qui sont très intéressants. Après, on se base sur un échantillon de quelques matchs. Donc c'est aussi ça la dangerosité d'aller chercher un Bougro maintenant, c'est est-ce qu'il a suffisamment de volume de jeu pour pouvoir jouer en National League ou pas. Il faudra un échantillon un poil plus grand pour justement se forger un meilleur avis sur le joueur. Justement, tu parles d'échantillon. C'est quoi la bonne base de départ pour commencer à analyser? Est-ce que c'est une saison complète? C'est 2 saisons? C'est moins? C'est plus? Disons, une saison, c'est déjà bien. C'est un minimum à mon avis.
Donc entre 40 et 50 matchs, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Après, bon, c'est plus facile en Amérique du Nord justement d'identifier les bons joueurs ou pas. Ils ont déjà 82 matchs par saison, donc forcément on a un plus grand échantillon des joueurs là-bas, que ce soit dans le junior aussi, ils jouent plus qu'en Suisse. C'est quand même plus facile. Après en Suisse, malheureusement, il faut faire avec ce qu'on a. Et pour le moment, on va dire une saison, c'est un minimum pour pouvoir évaluer un joueur. Après, pour une équipe, c'est différent parce qu'une équipe, on peut se baser sur 20 matchs pour commencer à tirer vraiment on va pas dire des conclusions, mais à tirer un très très bon aperçu de ce que l'équipe peut donner sur une saison complète. Ouais, mais c'est drôle justement de dire 20 matchs. Tu vois, quand il y a des gens qui nous posent des questions, qu'est-ce que vous pensez de telle équipe? Est-ce qu'un super début de saison de Davos et là? Puis on a tendance à dire, ça c'est simplement par expérience, donc ce qui est confirmé par ce que tu dis, on attend toujours 20, 25 matchs de voir à peu près qui est sous la barre. Et en général, on dit l'équipe à 75%, parce qu'une fois, Fribourg avait réussi une fin de championnat incroyable, avait réussi à passer de sous la barre à sur la barre. Mais qu'en général, après 25 matchs, ceux qui sont en dessous, c'est difficile. Ouais. C'est vraiment difficile. Puisque après, si tu as fait du 1,2 points par match, pour arriver au 1,5, il va falloir faire du 1,8 ou quelque chose comme ça. Là, tu regardes Fribourg actuellement, ils sont sur une série de 4 victoires avec 4 matchs, 11 points. Mm-hmm. Et ils sont toujours à 1,28 points par match, malgré cette bonne série actuelle. Donc pour remonter cette pente, ça prend vraiment un temps pas possible. Donc c'est vrai que ce trend-là, il suffit une vingtaine de matchs en général pour voir où on va. Maintenant, moi, j'aimerais t'entendre sur le PDO. On rappelle, ou on explique pour ceux qui ne savent pas, donc c'est l'addition du pourcentage de réussite au shoot d'une équipe plus du pourcentage d'arrêt du gardien de la même équipe, qui donne 100 dans toute la ligue en moyenne, parce qu'un shoot, un but encaissé, ça donne 100. Exactement. Et donc, toute équipe qui est en dessus de 100 est une bonne équipe, en dessous de 100 est une mauvaise équipe. On schématise. Mais par contre, plus on s'éloigne de ce 100, plus ça devient une anomalie, on est d'accord? Exactement. Finalement, le niveau de la ligue est assez homogène en Suisse. On l'a vu l'année passée, entre la 3e et la 10e place, il y avait relativement peu d'écart au niveau du nombre de points. Donc on s'attend aussi à ce que les performances des gardiens et puis des attaquants soient plus ou moins homogènes sur l'ensemble de la ligue. Donc on s'attend à ce que le shooting percentage soit entre 7 et 9%. Et on s'attend à ce que le pourcentage d'arrêt du coup soit entre 91 et 93%. Donc voilà, ensuite on prend le 91% qui est le chiffre le plus bas pour le pourcentage d'arrêt et le 7% qui est le chiffre le plus bas pour... Le niveau de shoot. Et justement, en additionnant ça, on tombe à 98. On fait pareil pour les deux plus élevés. On tombe à 102. Et justement, c'est un petit peu cette limite supérieure et inférieure qui donne un petit peu une vision de si l'équipe est en surperformance ou si elle est en surperformance. Donc actuellement, on a par exemple Davos qui a passé 104. Ils ne vont pas le maintenir sur la saison. Ils ont un très très bon gardien et ils ont un shooting percentage qui est intenable sur une saison complète. Tedenby qui était à 42% à un moment, exactement, c'est ahurissant. Il avait 9 goals en 20 shoots, enfin c'est du jamais vu, donc ces chiffres-là ils sont intenables sur une saison. Et pour Davos, ça veut dire qu'ils vont perdre les prochains matchs? Non, pas forcément, on ne sait pas à quel moment Davos ne va pas être aussi performant qu'ils le sont à l'heure actuelle, mais on sait qu'à long terme on peut s'attendre à ce que Davos soit moins performant qu'actuellement. Je pense aussi à Gregory Hoffman, quand tu fais ton article pour louer à raison le bon jeu de Gregory Hoffman, il a 13 buts en 15 matchs, quelque chose comme ça. Exactement. Et puis là maintenant, il génère beaucoup plus de shoots, par contre, que Tedenby. Bien entendu. Ça restait intenable, mais pas à ce niveau. Voilà, mais on savait aussi qu'Hoffman aurait peut-être un moment, ça allait le rattraper, quoi. Donc, Exactement. Si on prend l'exemple d'Hoffman, avant ses 5 derniers matchs où il ne marque pas, il est à 26% de réussite au shoot. Maintenant, c'est descendu, je crois, aux alentours des 19 ou 20, qui est un taux qui est beaucoup plus raisonnable à un niveau de la ligue et puis même au niveau du hockey. En Amérique du Nord, si on prend les meilleurs buteurs, ils sont aux alentours de 18-19%. On parle des Steven Stamkos, de Braden Point. Enfin, ils sont quelques joueurs à pouvoir maintenir un taux de réussite qui soit aussi élevé. Mais finalement, ils sont que très peu. C'est une élite, c'est des joueurs qui ont des très bons shoots. En Suisse, Hoffman, à mon avis, fait partie de ces joueurs-là si on considère notre championnat. Donc un taux à 26%, non, c'est intenable sur une saison. Un taux à 18-19%, c'est possible. D'ailleurs, je crois que c'est le chiffre qui réalise l'année passée. Mais c'est déjà fou, hein. Mais c'est déjà très très élevé. Tu joues à Hockey Manager? Oui. T'es bon? Non. Comme quoi, hein. J'investis pas le temps qu'il faudrait pour
faire des choses intelligentes. Ceux qui ont Gregory Hoffman, il faut le garder ou il faut l'enlever? Parce que ça, c'est une des questions que moi je me pose et j'en ai mal dormi ces 4-5 dernières nuits. À mon avis, il faut le garder tout simplement parce qu'on sait qu'il génère constamment de l'attaque. Même s'il n'a pas marqué sur ses 5 derniers matchs, je crois qu'il a 26 tentatives de shoot. C'est un joueur qui va continuellement produire finalement. S'il ne va pas marquer, il va générer des rebonds. Enfin, il a un jeu de passe aussi qui lui permet de profiter de Kovar ou de Marcini. À terme, Hoffman fera partie des meilleurs compteurs de la ligue. Donc là, qui sont en sous-performance sur ces 5 derniers matchs, c'est plus une anomalie que réellement un trend qui va se poursuivre sur la suite de la saison. J'ai l'impression, quand on voit de l'extérieur ou quand je vois certains débats sur les réseaux sociaux ou même dans les patinoires, que les statistiques, c'est un peu une sorte de guéguerre des jeunes, on va dire, et c'est pas une question d'âge, mais une question de mentalité, face à un ancien hockey où en gros c'était le bollocks percentage qui comptait, et maintenant on parle d'autre chose finalement. Et comment toi tu vis cette guéguerre, disons? Il faut qu'on garde le bollocks percentage. Finalement, c'est un peu dommage parce que finalement, la statistique, c'est que de l'information finalement. Je pense que tout consultant, tout journaliste, finalement, essaie d'utiliser la meilleure information qui soit pour parler d'un match, pour parler d'une saison. Et finalement, la statistique, ce n'est que ça. Après, on peut critiquer le plus-minus parce qu'il est mal construit. Je trouve dommage de l'utiliser parce qu'il a plein de défauts et qu'il y a des meilleures alternatives. Mais après, je trouve pas que ça devrait être une guéguerre. Je pense que ça devrait être un outil qui est utilisé par tout le monde. Et je pense qu'aussi, on a de la recherche qui est faite à l'heure actuelle en Amérique du Nord surtout. Et si on lit toute cette recherche qui est faite sur les statistiques avancées, on se rend compte que c'est des gens qui sont finalement formés, c'est des statisticiens, c'est des gens dont c'est le métier de travailler avec des statistiques. Et finalement, il y a une pertinence supplémentaire qui peut être intéressante à aller chercher. Après, que la Suisse ne bénéficie pas pour le moment de plus de statistiques, c'est un autre problème, mais on ne devrait pas moquer la statistique comme ça peut parfois être le cas. Tu sens, toi, un peu des fois cette moquerie à l'égard, malgré le fait que tu as un site qui est hyper complet? Ouais, la moquerie, on la sent. Après, je peux comprendre que les stats ne sont pas parfaites. Alors, elles n'ont jamais eu la prétention de l'être, Mais finalement. c'est peut-être pas ça. Le problème, c'est que les gens pensent Ouais, quand on avance des stats, c'est pour affirmer un truc sûr parce que voilà, c'est des chiffres, c'est comme ça. C'est peut-être ça le problème. Exactement. Alors si on prend l'exemple du Corsi qui a été avancé quelques fois sur MySports, où justement on disait regardez, l'équipe qui a eu le plus de Corsi n'a pas forcément gagné, mais le Corsi n'a jamais eu la prétention de définir le vainqueur d'une partie finalement. Le Corsi, c'est plus une stat qu'on utilise sur un échantillon de 10, 15, 20 matchs finalement, pour déduire une tendance sur une équipe. Et encore, il faut l'ajuster, il faut prendre le 55, il ne faut pas prendre toutes les situations de jeu. On peut l'ajuster en fonction du score, on peut l'ajuster en fonction de si on joue à domicile ou pas. Enfin, il y a plein de paramètres qui viennent fiabiliser la statistique. Et justement, le Corsi est intéressant parce que justement, si on traite la statistique de cette façon, on se rend compte que c'est la statistique qui se corrèle le mieux avec les résultats futurs d'une équipe. Donc finalement, on parle souvent de goal for, de goal against, de points, etc. Alors oui, les points, c'est le résultat final, mais ça ne dit pas comment l'équipe a joué. Alors oui, on s'attend que sur une saison, l'équipe qui fait le plus de points joue en moyenne mieux que les autres, mais sur un échantillon de quelques matchs ou de simplement un match, ce n'est pas forcément le cas. On a tous vu Jonas Hiller qui, par exemple, cette saison, vole plusieurs matchs pour Bienne. Oui, avoir un grand gardien, c'est un atout incroyable, mais je ne pense pas qu'il faille justement utiliser ce genre de match pour ensuite descendre une statistique comme le Corsi, par exemple. L'année passée, quand Fribourg n'est pas allé en play-off, avec 72 ou 73 points, je ne me souviens plus, un record pour une équipe non qualifiée, je parlais d'anomalies statistiques. Est-ce que j'ai eu tort? Non, clairement, c'était le cas. L'année passée, si on prend les underlying stats, donc le Corsi, les chances de but, la qualité des tirs, etc., Fribourg était premier. Fribourg était la meilleure équipe à 55 de la Ligue. Alors certes, ensuite, il faut prendre les situations spéciales où Fribourg était peut-être un petit peu moins performant. Est-ce qu'il les a peut-être un petit peu coulés? Mais à 55, Fribourg était la meilleure équipe de la Ligue. Après, de nouveau, on va dire, vous voyez, les stats, ça ne marche pas. Fribourg était au top et finalement, ils n'ont même pas fait les playoffs. Mais finalement, on parle de quoi? On parle d'une réussite d'une saison qui se tient à 3 points, 2 points, 1 point. Finalement, c'est quoi? C'est peut-être un puck, un rebond, etc. Donc, on parle de variance au hockey, et justement là, c'est l'exemple parfait. Alors oui, en ayant des bonnes stats, on va maximiser nos chances d'atteindre les playoffs,
mais rien ne nous garantit qu'on va les atteindre. Par contre, avoir des bons tirs, une bonne qualité de tir, c'est clair que c'est un objectif en soi. Et finalement, ça va se refléter dans les stats. Mais ça ne viendra pas dire si oui ou non l'équipe va se qualifier. Ça viendra juste dire qu'elle a plus de chances de se qualifier. Le hockey est un sport qui, par rapport à d'autres, où le facteur chance est finalement beaucoup plus élevé. C'est comme au foot finalement. On a très peu de goals sur un match. En moyenne, ça tourne entre 5 et 6 buts par match. Ben voilà, un mauvais rebond, etc. Et puis on peut totalement changer le cours du match. Est-ce que c'est mérité ou pas? Est-ce que c'est chanceux ou pas? C'est un débat. Après, bon, il n'y a pas de mérite ou de chance ou autre. Mark French et Christian Dubé, est-ce que tu vois quelque chose qui se détache, une différence en fait? On voit une différence où défensivement, Fribourg prend plus de shoots que lorsque Mark French était coach. Par contre, on voit que Fribourg arrive toujours à maintenir les attaques adverses dans le périmètre. Donc c'est intéressant finalement. Ils concèdent plus de shoots, mais finalement, ce n'est pas des shoots si dangereux que ça. Donc finalement, ce n'est pas si grave que ça pour Fribourg. Après, la différence qui se fait pour Fribourg, c'est aussi offensivement. Par rapport aux 6 premiers matchs de French, l'équipe actuellement génère moins de shoots. Donc quand on entend que les joueurs sont plus libérés que dans le passé, etc., ça ne se reflète pas encore vraiment justement dans ce que Fribourg produit offensivement. Fribourg a souvent gagné ses matchs d'une petite marge aussi, et Fribourg n'est pas assez performant offensivement pour le moment. Ils gagnent des points certes, mais il faudra qu'ils améliorent ce côté-là si à long terme ils veulent maintenir leur résultat actuel. Et ça veut dire qu'actuellement Fribourg surperforme selon toi ou pas du tout? Non, ils ne surperforment pas, parce que si on regarde justement le PDO, ils sont plus ou moins à 100%, donc ils ont un très bon gardien. Par contre, ils n'arrivent pas sur leurs occasions à les transformer en but finalement. Donc est-ce qu'on peut dire que Fribourg est en surperformance? Non, c'est juste qu'ils font des points alors qu'à l'époque ils n'en faisaient pas. Donc on parle de variance de nouveau, ça se reflète ici. Est-ce que ça méritait que French perde son poste? Je n'ai pas forcément le même avis que Christian Dubé sur la question, mais finalement c'est parce que moi je le vois dans les chiffres que Fribourg à l'époque, malgré le peu de points que Fribourg faisait, Fribourg restait une bonne équipe. C'était pas aussi catastrophique que ce qu'on pensait. On a parlé de Lausanne un petit peu, on a parlé de Fribourg là, on a un petit peu parlé de Bienne avec Michael Hugli. Il reste Genève, j'avais envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Genève au travers des stats cette saison? Ils ont 2 bons gardiens, Maillard Desclous. Est-ce qu'on voit une différence peut-être selon quel gardien est là ou justement non, le système est homogène? Je n'ai pas beaucoup regardé les stats de Genève, mais il me semble que le système est relativement homogène. Genève a eu la malchance d'avoir Tom Ernest qui a été blessé durant une bonne partie de ce début de saison. Et on voit quand même que les stats sont quand même meilleurs quand il est présent sur la glace. Donc c'est une bonne chose pour Genève que Tom Ernest soit de retour. Et puis on l'a vu hier soir, il a de nouveau été dominant. Non, je ne parle pas de points, je parle plutôt de chiffres comme le Corsier, etc. On voit que Genève est quand même meilleur quand Tom Ernest est sur la glace que quand il ne l'est pas. Quand c'est Henrik et pas Jean-Michel, quand même, Greg. Exactement. Ce serait bien qu'il y ait la statistique Jean-Michel Temernes quand même, parce que est-ce que mon impression visuelle de l'époque était backée par des statistiques ou pas? J'aimerais bien le savoir, mais à l'époque c'était il y a 2 saisons et je pense que c'était pas autant, le tracker était pas aussi bon, était même pas disponible en fait il y a 2 saisons, donc on ne saura jamais si il générait enfin si c'était autant la cata que ce que j'avais comme impression, mais c'était la cata, je confirme. Il y a quand même eu un changement assez radical à Genève, le départ de Chris Maxwell, l'arrivée de Patémon. Est-ce qu'on arrive déjà, assez tôt dans la saison, il n'y a qu'une vingtaine de matchs, à avoir des trends depuis ce changement? On voit quelques trends. Après, ils sont peut-être pas forcément ceux qu'on attendrait en fonction du résultat de Genève à l'heure actuelle, mais c'est justement Genève qui est un petit peu en surperformance en ce début de saison. Si on regarde les underlying stats pour Genève, elles sont moins bonnes que l'année passée. Après, comme on disait avant, Tom Ernest a été absent pendant une bonne partie de ce début de saison et je pense qu'il a un gros impact sur le jeu de Genève. Donc je pense à terme, les stats devraient être meilleurs. D'ailleurs, si on regarde sur les derniers matchs, c'est quand même meilleur depuis le retour de Tom Ernest. Donc sur un plus long trend, je pense que Genève aura un meilleur jeu ou une meilleure production dans le jeu. Et il y a Tanner Richard aussi qui revient, peut-être qui est très bon aux engagements, donc ça veut dire que tu génères peut-être plus de shoot en phase offensive. Et de temps de zone offensive. Ouais. Exactement. Si on doit lire l'avenir, c'est quoi bien sûr, on l'a expliqué, réexpliqué, c'est pas la vérité, c'est des trends, c'est des tendances. Quelles équipes vont être meilleures dans un mois ou sont sur une bonne phase et sur une mauvaise phase actuellement? Donc si on prend sur l'ensemble du championnat,
et sur toutes les équipes. Donc on peut faire des prédictions en fonction des chiffres qu'on a actuellement, plus encore ceux de la saison dernière. On voit que Zurich sort clairement en tête. C'est pas une surprise, ils ont vraiment de très très bonnes stats. Ils réussissent leur match. Enfin, c'est une équipe pour qui tout roule, mais c'est pas forcément inattendu au vu du jeu qu'ils présentent et au niveau des underlying stats. Après, une équipe qui devrait monter par rapport à son classement actuel, c'est Zug. Zug qui connaît un début de saison où ils n'ont pas franchement beaucoup de réussite certains soirs, mais par contre ils dominent leur match, donc à long terme ça devrait se répercuter sur le classement. Ensuite, on peut avoir Davos 3e sur l'ensemble de la saison. Il ne faut pas oublier qu'ils ont joué la plupart de leurs matchs en début de saison à l'extérieur. Ils vont les jouer à domicile. En plus, Davos, on sait que jouer à Davos, c'est plus difficile à cause de l'altitude et plusieurs autres paramètres, Exactement. donc les déplacements, etc. C'est aussi pour ça qu'on voit que Davos a des bonnes chances de finir dans le haut du classement. Après, une équipe un peu surprise, c'est Fribourg. Fribourg, comme on disait avant, finalement, c'est que défensivement, c'est très très fort. Malgré le départ de French, ça reste presque toujours aussi fort que avant le départ de French. Et là, justement, les prédictions les donnent 4e. Après, une équipe 5e, c'est Lausanne. Lausanne réalise un très bon début de saison aussi. Peut-être pas aussi bon que les Zug ou les Zurich en termes d'underlying stats. Donc, c'est pour ça qu'ils sont légèrement en dessous de ces équipes-là. Après, une équipe intéressante qui est 6e à l'heure actuellement dans les pronostics, c'est Bienne. Ils réussissent un bon début de saison, ils ont passablement de points. Par contre, c'est une des moins bonnes équipes défensives de la Ligue à 55. On le voit dans les stats, on voit que Hiller leur permet, si on veut, de survivre parce que défensivement, elle fait partie des 2-3 moins bonnes équipes de la Ligue. Par contre, offensivement, ce qui est intéressant, c'est autant elle surperforme défensivement, mais autant elle sous-performe offensivement. Souvent des petits scores pour Bienne, alors qu'on s'attendrait plus, au vu des chances, etc., à ce que les scores soient beaucoup plus hauts finalement. Donc une équipe qui surperforme défensivement mais qui sous-performe offensivement. Ensuite, on a Langnau. Langnau sur les 10 derniers matchs fait partie des meilleurs de la ligue. Donc leurs underlying stats sont vraiment très très bonnes. De nouveau, le système Mellers fonctionne. Défensivement, c'est solide. Et cette année, ils arrivent à générer encore plus d'attaques et de l'attaque de qualité par rapport aux autres années. À mon avis, Langnau devrait gentiment monter au classement. Et puis Genève, là, ils sont où? Et Genève est 8e finalement. Leur bon début de saison fait que justement on les voit en play-off. Après, dans les surprises, il y en a deux quand même cette saison. C'est Lugano et Berne qui pour le moment sont sous la barre d'après les pronostics. Berne, c'est pas vraiment une surprise. C'est également comme bien une des moins bonnes équipes défensives de la Ligue. Ce qui est une surprise parce qu'on sait à quel point le système Jalonen a été solide durant ces dernières saisons. Là, l'équipe n'y est pas et même défensivement, ce qui a été une force de Berne ces dernières saisons, même là, il n'y arrive pas. Donc pour le moment, sur le trend actuel, Berne est en play-out. Donc on a Berne, Lugano, Ambry et Rapperswil. Voilà, exactement. Une glissade biennoise, une remontée fribourgeoise, une glissade genevoise également. C'est ça Exactement, en gros. Exactement. Encore une fois, hein, tu nous as pas, c'est pas notre horoscope, c'est baqué par des statistiques, c'est le Exactement. trend des 10 derniers matchs qui projette vers ça. Voilà, exactement. C'est pas une science parfaite. D'ailleurs, si on regarde ces graphiques qui sont disponibles sur le compte de Daniel Weinberger, pour ceux qui connaissent, on voit qu'il y a une incertitude autour de ces pronostics. Donc, c'est un pronostic donné à un moment donné en fonction des résultats passés. Donc, C'est bien de le préciser, parce que... c'est pas une vérité absolue, c'est juste la traduction de ce qu'on voit dans les stats à l'heure actuelle. C'est tout. Et c'est justement... En fait, le travail qui est fait sur ces pronostics, c'est qu'on simule plusieurs fois le résultat final de la saison et qu'ensuite, on retraduit ces résultats en pronostics et c'est ce qui nous donne la position moyenne de chaque équipe à la fin de la saison. Quand tu dis on simule, concrètement, pour un néophyte comme moi qui ne suis pas bon en informatique. En gros, on prend l'ensemble des résultats. Là, c'est sur les 130 derniers matchs de National League. On vient y sortir quelques statistiques qu'on estime être pertinentes dans notre modèle. Et ensuite, on le simule. Ça veut dire qu'on le lance 1000 fois. Et ensuite, en fonction de ces 1000 résultats, qui donneront forcément pratiquement 1000 résultats différents, avec un certain nombre de points différents par équipe, etc., on arrive à en faire un classement, justement, où on fait une moyenne de ces 1000 simulations. Et c'est ce qui nous permet ensuite, justement, d'avoir pas une seule position par équipe, mais un ensemble de positions par équipe avec les chances pour chaque équipe d'arriver à ces positions-là ou pas. Ça me fait penser, Greg, toi qui aimes beaucoup jouer au fantasy football en Premier League, donc en Angleterre, on aime bien les expected goals.
Et là, j'ai l'impression qu'on est sur du expected goal, expected wins, Exactement. expected losses, et c'est un peu ça, ma foi. On estime, on simule, on se dit quelle est la plus forte probabilité d'arriver à ça. C'est ça, exactement. En fonction de ce qu'on sait par les chiffres. Après, est-ce que la méthode est parfaite? Non. Au fait, en Suisse, ça fait malheureusement qu'une saison et demie, disons, qu'on a ce shot tracker qui nous permet de le faire. Et on n'a pas un historique qui est aussi grand que ce qu'on peut avoir en Première Ligue, en NHL ou en NBA ou dans d'autres sports où ce genre d'outil est disponible depuis beaucoup plus longtemps qu'en Suisse. Donc on a aussi un problème, disons, d'historique de données qui ne nous permet pas de travailler aussi efficacement que si on avait justement un plus long historique. C'est frustrant de voir ça, justement, de voir qu'en NHL, par exemple, en gros, au centimètre près, on peut voir d'où le gars a chuté. Puis ici, on est tributaire de quelqu'un qui va vaguement l'estimer, disons. Ou il pense, par exemple, que c'est un but marqué par X, alors que non, c'est Y. Mais lui, il est persuadé qu'il a vu que c'était X. Et après, il faut corriger derrière. Ça, c'est l'arbitre, en l'occurrence. C'était l'exemple-là. On parle de l'exemple de Noro Rowe, où l'arbitre s'était juste planté de top scorer. Exact. Mais le gars en tribune, c'est encore différent. C'est sur tous les shoots. Et il y a une différence. Toi, tu disais au tout début de l'épisode que tu tenais tes propres statistiques. Tu le fais encore maintenant, ou vu que la ligue est suffisamment avancée, même si elle n'est pas encore au niveau d'autres, mais elle a progressé, est-ce que toi, tu as un petit peu arrêté de le faire? J'ai arrêté de le faire sur certaines statistiques, mais j'ai commencé à le faire sur d'autres, au fait. Je commence à récolter les passes, enfin, j'ai développé un outil qui me permet de le faire. C'est intéressant, après c'est incomplet, parce que forcément, traquer un match, ça prend du temps, ça prend 3 heures en moyenne. Donc c'est un petit peu long, il y a 600, 700 passes en moyenne par match, donc c'est un long travail. Mais disons que c'est frustrant de voir que la Ligue ne fournit pas plus de statistiques, parce que finalement c'est que du contenu supplémentaire pour pouvoir comprendre le jeu. Et à l'heure actuelle, on est un petit peu limité par ça. On peut le faire par équipe parce que finalement, on a toutes les informations par équipe. Mais au sein de ces mêmes équipes, on ne sait pas qui justement pousse le jeu vers l'avant. On ne sait pas qui est efficace à générer de l'attaque. Alors oui, on peut avoir les points qui nous le disent, mais ce sera une image incomplète de ce que d'autres stats peuvent nous dire en fait. Moi, ça me fait penser à quand j'avais discuté avec Guy Boucher, donc à l'époque où il était entraîneur de Berne, après il est parti au sénateur d'Ottawa, et il me disait, de l'époque de Tampa Bay, c'était 3 statisticiens temps plein avec, et le pire qui pouvait arriver, je disais, ouais, bah, ok, on a plein de stats, c'est quoi le pire pour toi? Il me dit, c'est les mauvaises stats. Et ça va exactement avec ce qu'on dit là, c'est que tout d'un coup, quelqu'un qui met un shoot, il le met dans le rond d'engagement alors qu'il était à la ligne bleue, bah, ça va changer tout le modèle, ou en tout cas, ça va fausser un peu le truc, et il disait que c'était le pire qui pouvait lui arriver. Exactement, donc là, si on prend un exemple, je pense que Davos est sous-estimé par les stats parce que finalement, Davos est une des équipes où la qualité des données récoltées ou de ce qui est transmis publiquement en tout cas est de moins bonne qualité. On le voit clairement. Par exemple, on prend le match entre Davos et Fribourg qui a eu lieu à Davos. Si on va revoir le shot tracker et que justement on clique sur certains des shoots, on se rend compte que des fois on est à 5, 6, 7, 8 mètres, 10 mètres des fois. On regarde le goal de Ted Enby, il est juste devant Berra pour dévier le puck. Par contre, sur le shot tracker, il est en haut des cercles. Donc, à un moment, il y a de l'imprécision, on va dire. Mais elle peut être d'1 mètre, elle peut être de 2 mètres. Finalement, sur l'ensemble de la saison, ça va peut-être, justement, allez, on va dire se compenser. Mais là, c'est clairement pas le cas. C'est une erreur qui est systématique, au fait. Et quand une erreur est systématique, elle biaise le résultat. On ne peut pas s'attendre à ce qu'à long terme, ça se compense, finalement. Et du coup, Davos, ce problème-là, au fait, on l'a non pas depuis seulement certains matchs, on l'a déjà depuis la saison passée, au fait. Et c'est problématique. Donc finalement, on surestime le résultat de toutes les équipes par rapport à Davos quand elles jouent Davos, parce que forcément, elles vont mieux paraître défensivement que ce qu'elles le sont réellement. Et Davos aussi va être sous-estimé parce qu'offensivement, on aura l'impression qu'il ne génère quasi aucun shoot depuis le slot, alors qu'en réalité, on le voit sur les résultats de Davos, c'est pas que du vol pour le moment, c'est aussi qu'ils font des choses justes et que c'est une bonne équipe finalement. Bon, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de statistiques, mais bon, il faut revenir à la réalité de la glace dans pas très longtemps. Hein. Et puis il faut laisser Cédric partir aussi. Exactement. En tout cas, on était très contents d'avoir cet épisode et d'avoir notre micro. Merci à vous. Et puis peut-être qu'on se réécoute dans pas trop longtemps pour voir si les projections sont bonnes, si ça se transcrit dans la réalité, ce qu'on estime actuellement. Puis nous, on se retrouve tout soudain pour l'épisode traditionnel de Colfax mercredi. D'ici là, profitez bien. À bientôt.